France métropolitaine et à Mayotte. Rappelle que le titre de séjour délivré à Mayotte ne valent que pour Mayotte, et non pour le reste du territoire français. Ce qui fait de Mayotte un cul de sac pour les migrants qui s'y trouvent. On ne peut pas parler de Mayotte sans faire référence au lieu d'expérimentation de mesures susceptibles de s'appliquer par la suite au reste du territoire français. C'est ce que les spécialistes de l'histoire coloniale appellent la projection coloniale, parce que cela s'est souvent produit dans l'histoire des colonies françaises. C'est-à-dire qu'on applique dans un territoire une mesure pour voir comment elle va marcher, et selon si elle marche bien, on l'applique à l'ensemble du territoire français. Prenons l'exemple du droit du sol, en matière de nationalité. Le droit du sol a pour effet d'attribuer la nationalité française aux enfants d'étrangers nés en France sous certaines conditions de résidence avant la majorité, c'est à 18 ans. Ce droit du sol, inscrit dans la grande loi républicaine du 26 juin 1889, n'a jamais été admis par l'extrême droite et par la droite. Car pour elle, la nationalité est un héritage ethnique. C'est à quoi, je dirais, tous les humanistes et tous les progressistes se sont toujours opposés. En matière de droit du sol, Mayotte est vue clairement aujourd'hui comme un laboratoire où l'on ferait disparaître le droit du sol et que par la suite, on étendrait au reste du territoire français. C'est ce que dit clairement, sans même s'en cacher, notre ministre actuel de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Alors, Réinventer la gauche a pris l'initiative de cette réunion, non pour échanger sur Mayotte de façon journalistique, ce n'est pas, disons, la compétence de Réinventer la gauche, de faire du journalisme, mais pour amorcer un processus de mobilisation solidaire à Marseille, dans lequel les organisations comoriennes joueraient un rôle clé aux côtés des démocrates et des progressistes. Dans cette optique, je vais laisser la parole d'abord à Mabadi Ahmed Ali, du collectif de la souveraineté et de l'intégrité des Comores, et la suite à Abdourahmane Ahmed, président de l'ONG SOS Démocratie Comores. Ce sont deux figures importantes du militantisme comorien. Je leur laisse la parole, mais avant, je repasse quand même le micro à notre modératrice, Christine, que c'est à elle, normalement, qui appartient de passer la parole. Merci. Donc, je passe la parole à notre premier conférencier. Bonsoir tout le monde. Merci, cher maître Christian Broski, de cette introduction et surtout de nous accueillir ici pour tenir cette conversation par rapport à la situation que nous pourrons qualifier de catastrophique de l'île comorienne de Mayotte. Étant donc de cette introduction, j'ai relevé quelques termes clés. La projection coloniale, ça va être le squelette de mon propos ici, parce que ce n'est pas très relayé de cette façon-là dans les médias mainstream. Et il y a aussi le rôle de l'extrême droite, étant entendu que quand nous sommes dans une situation coloniale, c'est l'extrême droite qui a le lead du début à la fin. Dès le départ, c'est ce que je vais vous montrer, et jusqu'à aujourd'hui, quand on cite Retailleau, après Darmanin, et Sarkozy avant, etc. Donc, au passage également, c'est d'illustrer, lorsque nous parlerons des opérations inhumaines de Wambushu
renommée Place Nette et ainsi que le traitement après le passage du cyclone Chido, l'État français, c'est l'État macronien, on va aller droit au but, c'est illustré par une incurie. Et donc, ceci nous concerne en tant que victime dans l'espace comorien, mais aussi en tant que pris en otage dans l'espace français. Donc, au-delà de la préoccupation humanitaire face à cette catastrophe naturelle du Chido, on sait que c'est mal géré dans ce prétendu département, donc par l'État français, et c'est le lieu de développer une analyse historico-légale de la situation de Mayotte. Et je nous inviterai sur la fin d'esquisser ensemble des pistes de sortie de ces crises. Car nous avons affaire à des crises de différents ordres. En tout cas, nous avons des désordres social, politique et humanitaire dans l'ensemble de l'archipel des Comores, désordres juridiques au plan international, ce qui constitue une menace de la paix du monde et particulièrement dans le nouvel ordre géopolitique du moment. Donc, je vais commencer à illustrer donc le premier point, c'est de déconstruire le narratif colonial sur Mayotte française, la question de l'identité de Mayotte. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qui vous est servi dans les médias mainstream. Vous avez régulièrement la présentation de Mayotte dans la météo, comme quoi c'est un département français, et on enfonce le coulou en amenant des élus de l'île de Mayotte qui déclarent que Mayotte n'est pas une entité comorienne, ne l'aurait jamais été, et il y a une inversion du discours qui consiste à dire que c'est les voisins, ils nous appellent les voisins, les Comoriens, qui procèdent d'une colonisation de la pauvre île de Mayotte qui ne demande qu'une chose, c'est de s'atteler au département à la française. Alors c'est pour tromper la communauté internationale que l'État français a développé ce narratif colonial que nous allons construire ensemble. Et pour démasquer ces mensonges, véhiculés par les sécessionnistes mahorais et les médias mainstream, comme je disais tout à l'heure, je voudrais vous présenter et mettre en lumière les faits historiques avec quelques dates clés. Alors c'est de l'histoire, je ne suis pas historien, ça peut être un tout petit peu ennuyeux, mais c'est un passage obligé pour mettre ce narratif à l'épreuve des faits réels de l'histoire. Donc, on ne va pas remonter trop loin, on va partir juste du 19e siècle, où l'archipel de Comores est constitué déjà de 4 îles, organisées en sultanat, dont le sultan Salim, le sultan d'Anjouan, était le leader incontesté, ayant le pouvoir d'adouber les autres sultans. Sultanat, ça veut dire chaque île, voire même une sous-région, il y a un sultan. Il y avait une cohabitation, il y avait effectivement quelques zones de conflit, c'est naturel, mais il y avait un mode de gouvernance. Ils s'entendaient et il y avait des références dans les rapports sociaux. Et alors, que vient faire la France là-dedans? Ça se passe en 1832. Donc ça, vous le voyez sur le site, mais dit différemment. Au départ, il y a un sultan, Sakalav, ça veut dire il est malgache, il s'appelle Andjanansoul. Il est chassé de Madagascar, parce qu'il y avait des guerres, il y avait des sultanats aussi. Et donc, comme il est chassé de Madagascar, il se réfugie à l'île la plus proche,
qui est l'île de Mayotte. Et là, il est accueilli par le sultan de Mayotte. Et au bout d'un certain temps, le Andjia Nansuli renverse ingratement le sultan qui l'a accueilli. Et donc on ne peut pas dire que c'est un sultan de Mayotte, contrairement à ce qu'on lit dans les ouvrages coloniaux. Puisqu'il y avait une règle de coexistence, c'est qu'il fallait qu'il soit adoubé, il fallait qu'il vérifie les règles qui valent dans cet espace archipélique. Et ensuite, on arrive rapidement en 1841, où Andjia Nansuli vend l'île à un capitaine Pierre Passot qui passait par là, qui effectivement était un représentant de la France dans la région, qui est le sud de l'océan Indien, contre une rente viagère, donc je vous passe les détails. Et Passot l'aurait nommé sultan de l'île. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça ne tient pas la route si jamais on estime que cette île fait partie d'un ensemble cohérent. Voilà, donc là, pour le coup, oui, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais ce n'était pas ça les règles d'usage. Et en 1843, le sultan Salim Danjou, dont j'ai parlé tout à l'heure, dénonce ce troc auprès du roi Louis-Philippe de France. Et nous détenons la lettre qu'il a adressée au roi, qui est déclassifiée maintenant, où il y a cette expression de l'occupation illégale de l'île de Mayotte. Vous voyez, 1841. Un responsable, un chef d'État, quelque part, qui dit les choses comme elles sont. Vous voyez, c'était un autre monde, le 19e siècle. Parce que ce n'est pas le cas un siècle plus tard et plus tard. Et en 1846, à la conférence de Berlin, vous le savez, on confie les 4 îles comoriennes aux autorités coloniales. Parce que la présence à Mayotte fait qu'il y a eu, on va dire, une extension vers les autres îles. Et le raisonnement, c'était que, comme on fait des découpages, on estime que ces 4 îles constituent un ensemble cohérent. Même langue, même culture, même religion, même peuple. Voilà, et donc on ne peut pas dire, du coup là, si j'arrête le raisonnement ici, l'île de Mayotte est une entité d'un ensemble qu'on appelle archipel des Comores, et c'est juste une construction qui veut nier cela pour les raisons que je vous ai dites. Et sans transition, on arrive donc maintenant au statut, le côté légal. En 1912, l'ensemble de l'archipel devient un protectorat français et qui était rattaché à la colonie de Madagascar et l'indépendance. Tout jeune, je me rappelle, il y a la place principale de la capitale actuelle, il y a une banque, une espèce de banque centrale de colonie qu'on appelait Banque de Madagascar et des Comores. Et sans transition, on arrive au statut suivant, 1946, les Comores jouissent d'une autonomie administrative. Et là, il y a Saïd Mohamed Cheikh, qui est député de circonscription, qui jouait le rôle d'espèce de chef de gouvernement plus tard. Et donc, il a obtenu le statut de territoire d'outre-mer, TOM, avec comme chef-lieu Dzaoudi, qui est, on va dire, une ville de Mayotte, sur ce qu'on appelle la Petite Terre. Donc, je ferai des glissements d'autres informations parce que le temps nous est compté. Petite Terre, il y a ce qu'on appelle les antennes, les grandes écoutes du colonisateur français pour espionner l'Afrique de l'Est jusqu'à l'Asie. Et beaucoup plus tard, avec Macron, on fait de ce point stratégique, parce que c'était, semble-t-il, les raisons du maintien de la présence, on fait de ce point, en fait, un axe essentiel pour le lien de la géopolitique
Indo-Pacifique. Comme disait l'autre, nous sommes présents sur toutes les mers et l'île de Mayotte et la Réunion, d'un côté, océan Indien, les Nouvelles-Calédonie et les autres îles sous tutelle française nous permettent donc cette présence et nous donnent aussi des zones économiques exclusives qui font de la France la deuxième puissance maritime, etc., etc. Donc en citant cela, je vous fais ressentir la difficulté de la négociation pour changer les choses. Mais il va falloir au moins aller vers une modification de mentalité au XXIe siècle. Et on est un peu loin du compte, mais on va dire là c'est la question politique, on ne va à rien préjuger, puisque vous n'êtes pas sans savoir l'accélération des modifications des statuts qu'il y a dans ce qu'on appelle les pays émergents, en particulier l'Afrique, de nos jours. Je vais illustrer un autre point, si j'espère vous avoir convaincu au moins de la comorianité de Mayotte. Je voudrais maintenant vous exposer d'où vient le sécessionnisme, historiquement. Donc la date clé, c'est mai 1958. L'Assemblée territoriale des Comores vote le transfert de la capitale de Dzaoudzi, qui est à Mayotte, vers Moroni, la capitale actuelle, qui est à la Grande Comore. Et le leader politique de l'époque, Saïd Mohamed Cheikh, que j'ai cité, il est de la Grande Comore. Et donc, le transfert effectif a eu lieu en 1965. Et ce qui est important de comprendre, c'est que cet acte est traduit comme un acte d'humiliation des Mahorais par des grands Comoriens et qui est un début de fondement du sentiment sécessionniste des Mahorais. Il est exploité dans le narratif jusqu'à aujourd'hui. Et le 2 novembre 1958, il y a eu un deuxième phénomène, en tout cas qui va consolider tout cela, ce qu'on appelle le congrès de notables, qui s'est tenu à Tsunzu, c'est, on va dire, une région donc, du nord de Mayotte, et au cours duquel il est décidé de réclamer l'option de la départementalisation déjà en 1958. Et c'est sous l'impulsion, il faut citer les acteurs, sous l'impulsion d'un certain Georges Néouda. Lui, c'est un créole qui a fui l'île de Sainte-Marie, qui était rattachée à Madagascar, du fait qu'on a eu depuis 1946 des événements, en tout cas un mouvement important d'indépendantistes donc sur la Grande Île, et lui il a fui et il vient à Mayotte parce qu'il sent qu'il va perdre ses privilèges dès lors que Madagascar, qui a accédé à son indépendance en 1960, voilà, ces gens-là, ils faisaient partie d'une petite bourgeoisie coloniale, il allait perdre ses avantages, et donc, il vient jouer la carte du départementalisme. Départementalisme, on va dire, sur l'inspiration de l'île voisine, qui est l'île de la Réunion, qui avait opté, en 1946, les Comores ont opté pour le TOM, les territoires d'outre-mer, donc on a naturellement vocation à évoluer vers l'indépendance, je vais vous en parler dans une minute. Par contre, ce qu'on appelle les départements, là, donc Martinique, Guadeloupe, ils ont opté pour les DOM et la Réunion, département d'outre-mer. Ok. Ce Georges Naouda décède peu de temps après, et il est relayé par Marcel et Martial Henry, également des créoles, également venant de l'île
l'île de Sainte-Marie, et suivi également d'un certain Andrien Giraud, qui deviennent, là dans l'époque plus contemporaine, des sénateurs de la République française. Alors moi je m'appelle Mabadi Ahmedali, il s'appelle Abderrahman Ahmed, c'est des noms et prénoms typiques de cet archipel-là. Je vous ai cité 3 noms de colonisateurs et qui refusent l'intégration dans l'espace qui les a accueillis. Un petit détail là-dessus, c'est qu'il y a quand même le congrès de Sun Tzu, c'est un regroupement, et il y avait quelqu'un qui est notre leader, il s'appelle Youssouf Sabi. Lui, il estimait que comme il y a, on va dire, ce conflit entre Mayotte et la Grande Comore, il faut juste négocier plus d'autonomie pour sécuriser les Mahorais. Donc, il dit qu'il n'a rien contre l'évolution vers l'indépendance. Il reste les 3 noms, quelques familles qui sont à l'origine du séparatisme mahorais et qui se sont maintenues jusqu'à maintenant. Au passage, il y a encore un autre vocable qu'on nous sérine, c'est les Mahorais ont choisi. Si les Mahorais ont choisi, ils ont voté et ils sont départements. Les mêmes Mahorais se demandent de quel département on parle aujourd'hui. Ok. Je voudrais dire quelques mots sur l'évolution, comme a souligné Maître là. On évolue vers une indépendance. De l'indépendance, c'était comment? Comment ça s'est passé? Ce que nous qualifions, nous, de indépendance confisquée. Alors, les dates clés, c'est 15 juin 1973. Il y a une signature des accords pour l'indépendance entre le ministre de colonie, un certain Bernard Stasi, et le chef de gouvernement de l'époque, qui est Ahmed Abdallah. On en reparlera. Et le 22 décembre 1974, la consultation a eu lieu. Je vais vous citer la question. Souhaitez-vous que le territoire des Comores soit indépendant? On a un statut de TOM, territoire des Comores, 4 îles. Est-ce que vous voulez être indépendant? La consultation a eu lieu. C'est une consultation, c'est pas... comment dire, on ne l'exécute pas à la sortie, hein, mais on veut savoir où ça est. 95,4% répondent oui. Donc c'est un Pouyem qui dit non. Ce Pouyem, c'est Mayotte qui a voté non à 65%, sauf que Mayotte représente 12% de l'électorat de l'ensemble de l'archipel. Et c'est là qu'il y a eu un rétropédalage de la France coloniale, qui a lancé un décret vers un décompte île par île. Et il y a une phrase abscon que je ne veux pas vous lire, parce que c'est pour dire, oui, maintenant, il y a une logique qui veut que si jamais il y a une partie qui ne souhaite plus être indépendant, eh ben, il faut leur laisser, etc., etc. Et donc, sauf que l'histoire ne l'a pas décidé comme ça. Et le 6 juillet 1975, en réaction, le président Ahmed Abdallah a décrété l'indépendance de manière unilatérale. Ça, c'est un point important, probablement au niveau sentiment, qui explique les rapports pourris qu'il y a entre les différents gouvernements successifs français et les différents gouvernements successifs comoriens. Alors là, il y a eu un passage où Ahmed Abdallah a fait la déclaration de l'indépendance et il y a eu quelqu'un d'autre qui s'appelle Ali Swali. Lui, tout de suite, il a pris son bâton de pèlerin et il revendique la souveraineté des Comores
sur l'île de Mayotte. Et il fait même une marche qu'on appelle la marche verte. Et il a été amené, excuse-moi, marche rose, excuse-moi. Et il est bien placé pour en parler. Il le précisera tout à l'heure. Et donc, je disais, comme il y a eu un bras de fer, il a coupé les relations diplomatiques avec la France. Il s'est tourné vers l'Afrique. Il a développé un début de développement endogène, etc., etc. Il a réussi à tenir 3 ans. C'est là qu'arrive une autre séquence importante de notre histoire commune. Bob Denard arrive et le tue. Il y a un point important que je devais signaler, c'est le référendum de 1976. Parce qu'en 1975, le président dont je parlais là, il a joué les relations diplomatiques à l'ONU, et l'ONU a sorti des résolutions, et il y en a eu toute une liste, on en a compté récemment, jusqu'à 23 de l'ONU, plus d'autres des autres institutions internationales, qui condamnent la présence illégale de la France sur l'île comorienne de Mayotte. Et je cite juste le titre, qui s'appelle la résolution 3385 de novembre 1975, qui réaffirme la nécessité de respecter l'unité et l'intégrité territoriale de l'archipel des Comores, composé des îles d'Anjouan, de la Grande Comore, de Mayotte et de Mouélie. C'est exceptionnel comme écriture de loi. Allez à ce niveau de détail. Donc ça, c'est très important de voir ce point-là. Ce qui veut dire que toute consultation ultérieure est nulle et non avenue. C'est un autre décret qui dit ça. Or, 1976, la France organise le référendum sur l'île de Mayotte en violation du droit international qui, normalement, est supérieur au droit national. Et donc là, comme je l'ai annoncé, nous rentrons dans une autre phase, la France-Afrique. Occupation illégale, ça veut dire que je garde cette partie-là, mais il y a l'autre partie qui est à côté. Et c'est là que Bob Denard entre en jeu, parce qu'en 1978, il fait assassiner le président Ali Soili, et il va régner sur les Comores pendant plus d'une dizaine d'années en remettant Ahmed Abdallah en selle, qu'il va faire assassiner derrière avant de se barrer. Ah, on a été donc au jugement ici. Bob Denard est venu. Bon, il n'y a pas de mystère. Ce qu'on appelle, il y a son livre, c'est comment il s'appelle déjà, le corsaire de la République. Voilà, il a assumé. Donc c'est notoirement connu, il a assumé qu'il était en commande au nom de la France-Afrique. Excusez-moi, ok. Donc, la présence d'un mercenaire qui règne en maître sur un petit espace de moins d'1 million d'habitants, je vous laisse imaginer les dégâts. Donc, il a tué dans l'œuf le développement d'un pays nouvellement indépendant. Et il a décimé toute résistance. Il y a même des personnes dans la salle qui l'ont vécu dans leur chair. Comment ça s'est passé? Jusque-là, alors, on arrive, on a attendu jusqu'en 89, etc., 90. Jusque-là, on ne sait pas c'est quoi le statut exact de Mayotte. Il y a eu des statuts bidons, mais on peut dire qu'on était sur une espèce d'expectative. Il y a une date importante, 1995. On met fin à la circulation libre entre les îles, en instaurant le fameux visa baladur Pasqua. Tiens,
C'est l'enfant du pays, ça passe. Et c'est instauré par un gouvernement de, je ne sais pas comment on appelle ça, quand la gauche et la droite sont d'accord pour gouverner. Voilà. Cohabitation. Sur François Mitterrand, qui avait pris Édouard Balladur comme Premier ministre. Édouard Balladur, c'est incroyable. Alors lui, il avait des velléités de présidentielle. Hein. Je vous les fais tous. Lui, Premier ministre, velléité faisant, donc il met la main sur Mayotte. Et d'ailleurs, le conflit qu'il y a eu, enfin, on va dire que le malentendu, entre guillemets, qu'il y a eu entre les différentes forces politiques de l'époque, on a cette phrase de Valéry Giscard d'Estaing qui a déclaré qu'on ne peut pas séparer un ensemble qui a toujours constitué une unité. Il a argumenté derrière. Et comment se fait-il alors qu'il était le président? Donc, on le sait maintenant, c'est qu'il s'était engagé vis-à-vis de Ahmed Abdallah, qu'il gagnerait les voix de son élection, et il a eu un certain nombre de voix, quelques dizaines de milliers de voix, qui lui ont permis de faire la différence et passer président. Donc, Giscard d'Estaing. Balladur se maintient. Vous savez que c'est Sarkozy qui a forcé la départementalisation, c'est pour les mêmes raisons. Et tout ce qui est Darmanin et tout ça, c'est la même chose. Donc voilà, comme ça c'est dit. Alors, le visa Balladur, c'est une tragédie que nous vivons dans notre chair. Ça fait 30 ans maintenant. Plus de 30 000 morts en mer à cause de la politique migratoire avec l'épave. La politique migratoire qui vaut jusqu'à maintenant, en 1995. Alors, Maître Christian a parlé d'expérimentation. Sachez que la politique migratoire dans les eaux comoriennes qui ont provoqué des morts, c'était en primo-expérimentation du Frontex. S'il y en a qui ne savent pas ce que c'est que le Frontex, je peux vous dire quand même que le Frontex a eu comme président-directeur général, je crois, un certain Fabrice Leggeri, qui est récemment élu du RN, extrême droite. Donc c'est bien notre propos ici. Sur ce point historique, je le terminerai par le phénomène de l'ancrage départemental. Ça se passe en 2009, entre 2009 et 2011. Sarkozy déclare de manière unilatérale. Et ça a été effectif en 2011. Je vous donne la question du référendum qui a été organisé. Je la trouve un peu ambiguë. Approuvez-vous la transformation de Mayotte en une collectivité unique appelée département? Ça me rappelle, il y a pas longtemps de cela, un géopoliticien, je crois, ou un historien, a déclaré que mais Mayotte n'a pas de statut de département. Point. Mais mes compatriotes qui sont sur l'île revendiquent que le département soit vrai, mais ça n'est même pas un. Donc aujourd'hui, on est en droit de se poser la question, qui s'occupe réellement de cet espace-là? Est-ce raisonnable? Et si on s'en fiche, donc ça c'est la dernière partie que traitera mon collègue là, si on s'en fiche, qu'est-ce qu'on fait? Parce que 30 000 morts, il y a eu une espèce d'opération de pogrom avec l'opération Ambouchou, le Chinois est passé par là,
il parle de tout à fait autre chose, mais même pas une miette de sursaut humanitaire pour montrer qu'ils sont responsables de quelque chose. Oui. Et à l'époque, un certain Yves Gégaud était ministre des Colonies. Et il a fait une déclaration malheureuse sur un autre département. En disant, mais on va un peu vite là. Personne n'a expliqué au Nord-Ouest ce que ça veut dire, ce statut de département. Et il a perdu son poste. Et en 2014, dans la suite logique des choses, Mayotte accède au statut de RUP, région ultra-périphérique, donc on peut bénéficier de subsides. Je citerai une personne que vous n'ignorez pas, la députée Estelle Youssoufa. Bon, on pourrait passer une journée à énumérer ces conneries, mais elle a fait une déclaration sur une grande chaîne, je crois que c'est BFM, en faisant appel à ce que l'Union européenne envoie un bateau pavillon européen pour surveiller les eaux comoriennes en raison de l'existence de ressources hydrocarbures qui ont, on va dire, vocation à être exploitées bientôt. Et d'ailleurs, j'ai touché sur un enquête, on ne sait pas pourquoi c'est bloqué, parce que c'est un certain Ahmed Abdelassandi qui a déclenché des recherches, qui a révélé que si Mozambique a du pétrole, nous aussi on en a, et on en a en quantité, on va dire, faramineuse. Et donc, le statut d'Europe nous pose le problème suivant. Comment se fait-il que tous les États européens qui jadis, au moment de l'indépendance des Comores et l'accession comme membre de l'ONU, avaient tous voté, à l'exception de la France, que le Comore, archipel des Comores, est un pays indépendant, une entité juridique à part entière. Et comment se fait-il qu'ils renient leur vote pour se positionner entraîné par Sarkozy? Sarkozy entraîne les gens, le Mali, enfin, et donc vraiment il faut un éveil important aujourd'hui. Enfin, je pense qu'il va moins servir depuis quelque temps. Ok. Et donc, je pense que je peux m'arrêter ici sur l'éclairage à partir des faits historiques pour que vous compreniez que cette histoire de clamer partout. Moi, je sais que j'ai des frères et des sœurs qui sont des bons citoyens français et qui sont également des patriotes comoriens, à qui on fait dire à tout le temps que Mayotte a choisi d'être un département et que donc ne pourra avoir son salut qu'en s'attachant à l'État français dans l'état actuel des choses. Et donc, je voudrais donc vous inviter à mettre en cause ces rapports coloniaux entre normalement une grande puissance normalement démocratique et un petit État qui est étouffé pour les raisons que je vous ai dites. Il faut arrêter cela parce que c'est le moment plus que jamais. D'abord, au moins nous en tant que citoyens de l'Hexagone, on se rend compte que avec la vitesse à laquelle circule l'information et l'élan de solidarité entre les peuples, la France est malheureusement indexée, mal indexée.
enfin, il y a le terme d'indexé, d'ailleurs, il va y avoir une indexation dégradante. Et d'autre part, nous avons également affaire aujourd'hui à un monde qui se développe plutôt dans un sens multipolaire. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, on ne peut pas prétendre qu'on suit le plus fort et puis on impose sa volonté à tous les autres petits peuples. On doit venir vers des rapports de respect mutuel, dans des rapports de coopération gagnant-gagnant, et aussi parce que on est dans des échanges entre des peuples qui doivent restaurer un sentiment de respect mutuel, voire même de solidarité, plutôt que ces rapports coloniaux ou néocoloniaux qui est remis, en tout cas concernant l'Afrique, la vie de l'Ouest, et vous le voyez aujourd'hui dans les départements d'outre-mer, les gens aspirent à une chose, respect, souveraineté par rapport à notre espace et rapport égalitaire. Voilà, j'ai été un petit peu long, j'espère que ça vous a. Des étrangers. Et donc, les maîtres secours, ça un choix de temps à la télé, évidemment. En premier lieu, ce qui était distribué par les militaires, ils vérifiaient les pièces d'identité. Donc ça veut dire que, vous imaginez par exemple, il y a une catastrophe à Marseille, et quand on distribue des nourritures, on vérifie si il y a des Français ou des entre guillemets, clandestins. Et donc, évidemment, ceux qui n'ont pas de papier ne peuvent pas s'approcher puisque c'était distribué par la police militaire. Et donc, pour nous, c'est une assistance à la population en danger. Et là, évidemment, c'est une reprise de Ouamouchou qui a été lancée à l'époque par Moussa Darmanin, qui est remis au goût après du jour, puisque bon, après le cyclone, Retailleau a engagé une sorte de Ouamouchou bis. Ouamouchou, évidemment, c'est un mot comorien qui veut dire reprise en main. C'était l'opération, disons, policière de 30 avec 2 qui a été lancée le 24 avril 2023 par Darmanin, et donc qui visait à expulser tous les autres Comoriens des autres îles qui se trouvaient à Mayotte et à détruire les bidonvilles. Mais bon, ça veut dire que quand ils détruisaient des bidonvilles, il y avait d'autres bidonvilles qui se construisaient à quelques centaines de mètres de là. Donc, ce qui montre qu'on ne peut pas, par des mesures autoritaires, disons, amener d'une pauvreté à la richesse, puisque les bidonvilles, ça veut dire que ce sont des gens qui sont quand même dans un état de pauvreté et qui n'ont pas les moyens de construire des maisons en briques ou des maisons cimentées. Donc, il y a ce problème, comme on va dire, à traiter de l'immigration que nous mettons toujours décliné parce que ce sentiment de migrer ne peut pas être concevable dans une île dont les Nations Unies considèrent que c'est une île comorienne, par plusieurs résolutions que Mamadi a fait référence. Donc la préfecture de Mayotte ne se soucie nullement de savoir combien il y a de morts. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment le vrai bilan des morts. Et d'après des enquêtes qui ont été menées sur place, ce bilan de 39 morts a été vraiment sous-évalué, puisque la préfecture n'a pas pris les dispositions de soulever les tôles et d'aller vérifier, comment là, selon les rites musulmans, on ne garde pas les corps plusieurs jours. Enfin, quand on constate que quelqu'un est mort, on fait les lavages rituels musulmans et puis on l'enterre. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont été enterrées et qui n'ont pas été recensées. Donc là, c'était volontaire, c'était fait volontairement pour ne pas, je crois, trop alerter l'opinion française par rapport
Parce qu'il y a des gens qui étaient d'ailleurs étonnés que ce soit un département délabré, parce qu'il y a eu beaucoup de victimes, parce que évidemment ce sont des gens qui habitaient dans des cases en paille ou dans des maisons en tôle, dont évidemment avec le cyclone, tout s'est envolé. Donc on se dit que cette population, le régime Macron a une attitude coloniale et que avec ces prises de position, dont ils ont commencé juste même, ça a été commencé avec Embouchouin, même avant Embouchou, de déplacement de population. On peut rappeler que le statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans son article 7, déclare que, je cite, j'ouvre les guillemets, la déportation ou le transfert forcé de population est un crime contre l'humanité. Et nous avons vu évidemment Retailleau, pardon, parfois je coche son nom, qui a engagé ce déplacement forcé. Et donc, on peut dire que par la suite, dans les situations de la société civile, on est toujours en perspective d'engager une plainte pour crime contre l'humanité avec ces déplacements forcés de population. Et on est dans des circonstances, et c'est là que il y a l'autre partie de mon exposé, pour les autres îles des Comores, c'est-à-dire la Grande Comore, Gazitia, Anjoua, Swali et Moali, qui sont sous une dictature du colonel Azalia Soumani, d'ailleurs avec le cyclone qui était différente et qui ne faisait que reprendre parfois des initiatives de Paris sans budgétiser, ni mobiliser vraiment beaucoup de moyens pour aider nos frères maorais. Et il s'avère qu'il y a pas mal de sociétés, des gens de la société civile aux Comores, des associations, des organisations ici, et même en France, que vous parlez par exemple nos frères qui sont parvenus d'ici à Arles, ils ont engagé une collecte. Il y a pas mal de collectes à Marseille aussi qui est amené. Et le gouvernement comorien s'est contenté de quelques bouteilles, enfin d'eau. En tout cas, c'était vraiment en deçà de cette solidarité. Mais en même temps, il s'avère que bon, ce qui amène pas mal d'autres Comoriens des autres villes à aller à Mayotte, c'est aussi la répression féroce qui touche pour les autres îles des Comores, parce qu'il s'avère qu'on estime pratiquement à une cinquantaine de personnes qui ont été assassinées depuis 2016 par le pouvoir du colonel Azalia Soumani, sans parler d'une centaine de prisonniers politiques. C'est un régime corrompu et qui mène donc une dictature féroce, mais en même temps soutenu par le président Emmanuel Macron. Et c'est là qui est paradoxal, c'est que en même temps, à Mayotte, qui est transformé, d'ailleurs ce qui a été dit par Maître, en laboratoire de la politique d'extrême droite, particulièrement vous avez vu le débat sur le droit du sol, ils ont commencé à Mayotte et qui veulent appliquer maintenant en France, c'est-à-dire si ça, on applique la politique, d'ailleurs il faut voir entre Jean-Marie Le Pen, père, ce qu'il avait prévu comme programme, ce qui a été appliqué par pas mal de gouvernements qui sont passés, compris de gauche. Et maintenant, Marine Le Pen, où pas mal de points sont repris par Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur, qui partage pas mal de positions. Donc, il s'avère qu'à Mayotte, il y a une répression féroce contre les originaires des autres îles des Comores. Et en même temps, ceux qui partent au pays, ou plutôt ils quittent les autres îles comoriennes, parce qu'il y a aussi une répression, une dictature féroce qui les touche. Donc la population comorienne, que ce soit à Mayotte ou dans les autres îles, est prise en sandwich. Et donc, nous, évidemment, il y a pas mal de gens de la société civile, il y a pas mal de gens des mouvements de résistance qui manifestations à Marseille, à Paris, à Lyon ou dans les autres îles, et nous combattons la dictature qui est aux Comores, mais en même temps,
nous combattons un petit peu ces campagnes de répression, qu'on peut dire répression non coloniale, et même des répressions avec des arrière-pensées racistes par les régimes français, particulièrement comme ça le gouvernement Macron, et ce qui nous amène à revendiquer l'état de droit, évidemment, aux Comores, mais en même temps le respect de l'intégrité territoriale et puis l'état de droit aussi à l'île Comorienne de Mayotte. Je vais finir donc mon exposé par là. Alors, qui se lance? Tout d'abord, je m'appelle François Roux, je fais partie d'un mouvement qui s'appelle Sumuru. Donc l'objectif, si je vais déjà pour finir, même avant de dire quelques mots, en réalité la solution c'est une solution de réconciliation, c'est la raison pour laquelle notre mouvement s'appelle Sumuru, c'est-à-dire de réparation. Or, c'est pas ça ce qu'on voit, on voit autre chose. Donc si je résume la situation, en réalité tout d'abord, je remercie bien sûr cette initiative, je sais que des femmes et des hommes françaises de toutes couleurs et hommes s'engagent pour effectivement pour tout ce qui est droit, pour tout ce qui est responsabilité humaine. Donc on ne peut que encourager ces initiatives et espérer qu'effectivement la question de l'humanité puisse être au cœur de notre humanité. Si je résume la situation comorienne par exemple, entre autres, en réalité on peut le résumer par de ce qu'on nous a expliqué ici, c'est une question de déshumanisation, de chosification. C'est important pour nous de le rappeler ça. Ça c'est très important. C'est vraiment ça. Si nous approfondissons, on ne peut que retenir sur ça. Bon, aujourd'hui, ou dans pas mal d'engagements, on parle toujours de l'extrême droite. Alors qu'en réalité, l'extrême droite, en tout cas pour la question comorienne, c'est une amplification comme dans d'autres situations. Mais en réalité, la situation comorienne, c'est l'État français qui est responsable. Donc on ne peut pas, on prend un détail, alors que le fond, c'est l'État. Si aujourd'hui nous sommes dans cette situation, c'est parce que l'État français, ne dit pas quand même, c'est le pays de la déclaration des droits humains des citoyens. Et par-dessus tout de la belle devise, l'égalité, la liberté, la fraternité. La question c'est comment faire en sorte que ce soit effectif, ça ne soit pas que quand on dit déclaration, ça ne veut pas dire qu'on l'applique, mais c'est aux femmes et aux hommes de s'engager. C'est une question d'humanité. Donc ça c'est important de le rappeler, et bien entendu c'était dit par nos deux camarades. Il y a eu l'historique, même si on a commencé parce que moi c'est un complément, je ne fais pas de questions, je fais juste un petit complément. J'ai dit l'essentiel, la solution, c'est-à-dire réparation, réconciliation, et bien entendu décrire la chose qui est la Oui, alors j'ai un monsieur ici, un monsieur là-bas. Après, si le micro est allumé. Oui. Bonjour, Christophe Labastiatif, je suis militant associatif. D'abord, merci parce que j'apprends énormément de choses ce soir. C'est passionnant. Donc, je vous remercie, Christian, d'avoir organisé cette réunion. Bon, un peu de polémique. Monsieur, tous les salauds, enfin l'extrême droite ne réunit pas tous les salauds du monde. Le colonialisme n'est pas une valeur seulement d'extrême droite. Hein, je vous rappelle Jules Ferry, Mitterrand, Mollet, Torres, enfin voilà. Hein, on peut être salaud et être colonialiste en étant de gauche. Bon, en tout cas, voilà. Ça, c'est des potes. J'aimerais savoir la différence entre département et RUP. Vous avez parlé de RUP à la fin de votre intervention. Voilà, je voulais savoir. C'est l'Europe qui met tout. D'accord, et j'aimerais savoir quelles sont les pistes de travail que vous avez, sur quoi vous travaillez pour qu'effectivement il puisse y avoir cette union de l'océan Indien pour essayer de délocaliser, si c'est possible,
foutu cyclone, voilà. Quelles sont les pistes que vous avez mis en place en Argentine? Bonsoir. Bonsoir. C'est ça, il a mis militant aussi associatif. Je crois que le moment est venu, tout l'ensemble de ces îles-là, de se dire qui elles sont, d'où viennent-elles et pourquoi une telle situation. Et nous, les démocrates, qui soi-disant démocrates, qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ce qui se passe? Un tiers de la population marseillaise est comorienne. Parce que moi, je suis comorien d'origine malgache. Je suis de Nocibé, justement une île malgache, d'où vient le fameux André Ntsuli. Je peux même qu'il fait partie de ma famille. Malheureusement. Mais c'est cette existence-là. Je me demande quel Comorien qui n'a pas un membre de famille à Mayotte. Là-bas, on se connaît. On se connaît aussi. Nous avons tous, on se connaît. Nous avons tous un membre de famille à Mayotte. Mayotte existait en même temps que ces îles-là. Donc aujourd'hui, nous qui avons des membres de famille à Mayotte, nous, Français d'origine comorienne, malgache, de Nocibé ou des villes côtières, parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas être maire de Nocibé si tu n'as pas de sang comorien. C'est malgache. Que l'océan Indien, c'est une vérité, c'est une zone cyclonique. Et que tous les ans, il y aura des cyclones. Et puis par rapport à le quoi qu'a fait notre pays, la France, par rapport à Mayotte, toutes les erreurs, parce qu'on a travaillé avec des gens qui sont sur place, on peut vous le prouver même, à Mayotte, auxquels ils sont considérés même comme des ennemis de la France. Par rapport à ce qui a été dit ici, moi je suis de l'avis de ceux qui disent que le problème de la France et du Comore, c'est un problème colonial, néocolonial, et un problème de suprématie que la France a pris l'habitude depuis jadis, depuis, ça a été dit tout à l'heure, depuis 17e siècle, depuis le 17e siècle jusqu'à nos jours. Alors, moi d'abord je vais vous dire que je suis de Mayotte. Et à Mayotte là-bas, il n'est pas permis à des gens comme nous qui soutenons l'unité de parler comme ça en public. Ça c'est déjà, c'est impossible. Parce que les gens ont peur. Les gens ont peur de la délation, de ne pas pouvoir travailler, de ne pas pouvoir... Beaucoup de choses fait que les gens ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent de la politique. Et cela n'est pas que les Comoriens, ceux qui sont restés là-bas, les Comoriens maorais. Ça date depuis, si vous voulez remarquer, qu'il y a aujourd'hui des gens qu'on utilise, qu'on dise qu'ils sont des chatouilleuses, qu'ils sont des combattants, qu'ils sont de ceci, qu'ils sont de cela. Tout ça, observez que le premier président qui était de l'Assemblée territoriale de Comores, lui aussi en a subi en 1965, qui s'appelle Saïd Mohamed Cheikh. Il était le président de l'Assemblée territoriale de Comores alors que les Comores étaient encore sous le joug français. Ça c'est un point qu'il faut noter. Et que si aujourd'hui vous voyez qu'il y a la violence qui continue, c'est parce qu'il y a un pays puissant qui s'assoit sur les règles qui régissent ce monde et s'en prend à des petits pays vulnérables qui ne peuvent pas se battre contre elles.
Ça, c'est un point. Je voulais vous dire que le sort de Mayotte et par extension des Comores ne s'est pas fait parce qu'il y a une volonté manifeste des peuples comoriens. Depuis les élections datant du 22 décembre 1974 et même avant, il y a eu une oppression de tous ceux qui voulaient demeurer avec les autres dans l'unité. Eh bien, les gens en ont subi. Il y a des gens qu'on a assassinés. On a tué des gens chez nous, dans mon village. J'ai des membres des familles qui ont été assassinés, même si on n'en parle pas. Et je ne parle pas de la vague qui a suivi après la mise en place le 18 janvier 1995 de cette fameuse visa Balladur, visa mortuaire, et qui, si on dit, parce que ça a été dit tout à l'heure, nous on est démocrates, où est la démocratie? Quand on a une devise égalité, fraternité, et que on me trouve moi chez moi avec ma femme ou mes enfants, on me dit non, vous n'êtes pas les mêmes, divisez-vous. Et puis on organise le peuple mahorais. Quand il y a des problèmes, par exemple, il n'y a pas assez d'écoles, il n'y a pas assez d'hôpitaux, on nous dit pour résoudre ça, il faut que vous vous séparez, il faut que vous chassez votre cousin, vous chassez votre oncle, etc. Est-ce que ça c'est le devise que ici j'entends souvent chanter égalité, fraternité, etc. Et que quand on vous condamne aux Nations Unies plus de 22 fois de s'être pris à un petit pays et que vous ne voulez pas vous soumettre et que vous utilisez votre puissance de vœu, après vous allez trouver le culot de dire que le peuple a choisi en les assassinant. Moi qui vous dis là, si par exemple j'avais les moyens de vivre à Mayotte, j'aurais voulu le faire, mais je ne peux pas le faire. Parce que tu es là-bas, tu suis la règle du jeu, ou alors tu t'exiles, etc., etc. Donc c'est ce que subissent le peuple comorien, et par extension, même les dirigeants des 3 autres îles. C'est comme ça, en fait. Nous avons l'exemple de l'assassinat d'Ali Swalihi, le guide de la révolution comorienne. Et puis, tous les autres qui ont suivi, ce sont des sbires. Ils sont là pour exécuter le programme de la continuité de la politique coloniale française. Voilà en les mots. Je voulais juste vous dire que moi, je suis mahorais et j'ai subi, alors que j'avais 9 ans, pendant les élections datant du 22 décembre 1974, on nous mettait on nous cachait en fait, parce qu'il ne fallait pas se savoir qu'on fait partie de l'autre camp. Et je ne vous dis pas que pendant les élections, je n'ai pas dit que les élections que vous entendez tout à l'heure, on a donné des chiffres que 8% représentaient 12%, mais en vérité, ce n'est pas les 12%. C'est pas 12%. Les 12%, c'est l'ensemble des îles qui ont voté non pour l'indépendance. Mais à Mayotte, les 65 000, les 65 là que vous entendez, ça représente 8%. De la population mayotte. De l'ensemble, de l'électorat. Voilà en fait. Alors, je ne vous dis pas. Mesdames et messieurs, nous sommes ici aujourd'hui pour rendre hommage à notre frère Ahmed Abdou qui a été assassiné, torturé et exécuté dans le jaune de Beit Salam pour avoir agressé le colonel Assoumani Azali. À présent, nous allons vivre l'hommage officiel de la société civile ici présent à décidé d'honorer le jeune Ahmed Abdou comme le président au titre de colonel.